Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Le Maroc écrit une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Du Cambridge à Shanghai, le complexe agricole préhistorique de Wedbet dans la province de Khmisset s'impose aujourd'hui comme le site archéologique le plus primé au monde en 2025. Le site vient de recevoir une consécration suprême lors de la 6e édition du Forum mondial d'archéologie de Shanghai. L'étude a également remporté le prix Antiquity 2025 entre la reconnaissance de l'université de Cambridge et le prestigieux Field Discovery Award reçu à Shanghai. Cette découverte bouleverse nos certitudes sur les origines de l'agriculture en Afrique et place le royaume du Maroc au cœur de la révolution néolithique mondiale. Plus qu'une simple découverte, c'est la preuve que le Maroc abritait il y a 5400 ans la plus vaste et la plus ancienne société agricole d'Afrique. Une épopée millénaire qui s'invite désormais jusqu'au musée de la FAO à Rome. Et on va justement en parler dans l'Invité Culture ce soir avec Youssouf Bourkhoubouch. Vous êtes membre de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Vous êtes archéologue. Vous avez participé d'ailleurs à ces recherches. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci madame pour votre invitation. Alors, tout d'abord, qu'avez-vous ressenti suite à ces nombreuses distinctions et ces prix, notamment le dernier à Shanghai? C'est une fierté donc de placer la nation marocaine parmi les grandes nations au monde en archéologie. Et ça me tenait à cœur, disons, pour montrer à l'échelle mondiale que l'école marocaine d'archéologie, il a toutes les qualifications égales à les grandes nations du monde. Lorsque vous avez commencé les fouilles en 2006, ça fait quelques années, une vingtaine d'années maintenant, est-ce que vous vous attendiez à découvrir un site d'une ampleur aussi importante que celle-ci? Disons, quand on a commencé en 2005-2006, on savait qu'il y a quelque chose d'important, mais pas au point de tomber sur un truc exceptionnel. On rappelle que c'est comparable à la ville de Troyes, ce dont on est en train de parler. De point de vue superficie, donc c'est la même superficie, 12 hectares, alors que notre village, il est plus ancien que de 2000 ans par rapport à Troyes. Donc ce qui fait, c'est plus important que Troyes, si on remonte dans le passé. Vous avez découvert des milliers de fosses et de silos. Qu'est-ce qu'on peut dire ou que disent-ils plutôt de la capacité de stockage justement qu'avaient les Marocains à l'époque, j'ai envie de dire? Disons, il ne faut pas, exagérer donc, ce qu'on raconte, parce que donc, sur la superficie de 12 hectares qui compose le site, on a fouillé 500 mètres carrés. Donc, de point de vue représentativité, c'est même pas 1%. Donc, mais ce 1%, il est très important. Donc, sur le 1%, on a trouvé une cinquantaine de silos. Donc, c'est des silos, disons, du jamais vu, en tout cas, dans cet espace géographique. Et imaginez des silos d'il y a 5400 ans, avec des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 2,5 mètres de profondeur, avec un pourtour de 2 mètres, et qui peuvent, un seul silo peut contenir 3 tonnes de blé ou de légumineuses. Vous l'avez dit, ce n'est que 1% du territoire qui a été recherché finalement. Donc, si on étend les recherches davantage et qu'on investit, on pourrait découvrir des miracles peut-être. Exactement, c'est ça. Donc c'est sur la base de ce petit espace représentatif, on peut extrapoler, on peut dire qu'on pourrait trouver des milliers de silos. Et si c'est le cas... Qu'est-ce que ça signifierait justement? Ça signifierait que donc, les sociétés préhistoriques, donc, ils sont... plus développées que ce qu'on croyait. Parce que nous, on croyait que ces sociétés, disons, c'est des sociétés vivrières qui habitent des grottes, donc avec des groupes ne dépassant pas 40-50 individus, et qui font de l'agriculture vivrière. Donc, là, ce n'est pas le cas. On a affaire à un village organisé avec une démographie très importante qui dépasse le millier de personnes et qui pratique l'agriculture pour en faire du commerce. Et qui emmagasine ces céréales. Et déjà à cette époque-là, ils savaient qu'il y a des fluctuations climatiques. C'est pour cela, justement,
ils font des silos contre une année où il y a une pluviométrie abondante. Les céréales, ils sont stockés parce qu'ils savent que 3 ou 4 années ou 5 années après, il y aura la sécheresse. Et ça fait qu'il y avait quand même une gestion de stock qui était assez importante au niveau alimentaire et une gestion d'une vie sociale aussi. Exactement. Et donc, disons, ces silos, ils sont bien sûr menacés par les infiltrations des eaux de pluie. Ils ont fait un plaquage d'argile pour assurer une étanchéité optimum. Et malgré ça, il y a quelques traces d'humidité qui s'infiltrent et ils ont trouvé une idée de génie que vraiment, nous-mêmes, on ne savait pas. Ils plaçaient un bloc de sel gemme, le sel fossile, dans le silo. Et donc, le sel gemme, il a une capacité d'absorber la moindre humidité pour assurer vraiment une condition de préservation optimale. C'est incroyable qu'il y ait des techniques qui ont été développées à cette époque et qui soient aussi poussées d'une certaine manière sans l'aide de la technologie et puis de l'héritage historique dont on dispose aujourd'hui en termes de recherche. Exactement. Et pour justement, quand on parle de l'agriculture, ce n'est pas dans ces 12 hectares. 12 hectares, c'est justement la zone d'habitat. Et donc, ils ont pratiqué l'agriculture dans les collines environnantes. Donc, ça pourrait être des milliers de hectares qu'ils ont cultivés. D'accord. Et donc, pour en arriver à ce point, il fallait extraire donc toutes les arbres qui occupaient ce terrain. Et donc, ils ont produit des milliers de haches polies pour couper les arbres. C'est l'endroit où on a trouvé un nombre considérable de haches polies. On a dans le Wetbelt plus de 5000 haches polies. Imaginez. Donc ça dépasse les besoins de ces populations. D'une quarantaine de personnes, ça c'est sûr. Non, bien sûr. Donc ça dépasse de loin. Et peut-être aussi ils ont fait le commerce donc des haches polies. Voilà. Donc les haches polies, il y avait la présence aussi de poteries peintes. Ça montre quand même une société qui était déjà raffinée à l'époque. Ce qui nous a étonné, c'est la qualité, le degré de perfectionnement de la céramique, de la poterie. Donc, quand on a découvert cette céramique, déjà la paroi est très fine, quand on l'a trouvée, on dirait de la porcelaine. Donc, ça nous a déboussolé de départ. Parce qu'on ne s'imaginait pas, avec les idées reçues qu'on pouvait trouver une telle qualité il y a 5400 ans. Et donc, une céramique décorée par des décors peints, c'est la première fois qu'on la découvre dans un contexte préhistorique africain. Et donc, il a fallu voir les comparaisons, les analogies. Et donc, les premières analogies qu'on peut avoir, c'est dans la péninsule ibérique, parce qu'on a trouvé des analogies, vraiment, des contacts réguliers entre Wetbelt et la région de Séville. Justement, le site semble prouver des échanges intenses avec la péninsule ibérique. Donc, on peut considérer que le détroit de Gibraltar n'était pas une barrière, mais plutôt un espace, on va dire, un véritable pont commercial d'échange dès le néolithique. Et ce site le prouve. Oui, bien sûr. Donc, disons, déjà à partir du néolithique ancien, on va dire vers 6000 avant Jésus-Christ, on peut parler de culture commune donc, entre le Maroc et la péninsule ibérique. Et donc, ça veut dire que le détroit de Gibraltar n'était pas une barrière. Donc, il faut dire que déjà à cette époque-là, les techniques de navigation donc, permettaient d'affronter la haute mer. Et donc, on pouvait imaginer, par exemple, un bateau qui part de Casa, il part directement à Lisbonne, sans aucun repère. Donc, il n'y a pas que les techniques de navigation, il y a aussi les techniques d'orientation par astronomie. Et l'intégration donc de ce site dans le musée de la FAO, ça a quand même une symbolique importante aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment la cerise sur les gâteaux. Donc j'étais au mois d'août, en plein vacances dans la haute montagne marocaine, et on me contacte pour me dire que les FAO est intéressé d'intégrer le site dans ce musée, ces catalogues. Et donc pendant les vacances d'été, j'ai travaillé, j'ai donné toute la documentation. Donc c'est une consacration vraiment mondiale, onusienne, quoi. C'est très important. Et quelles sont maintenant, en termes de recherche sur le terrain, quelles sont les prochaines étapes ? Disons, il faut élargir donc l'espace fouillé, et il faudra au moins espérer arriver à fouiller au moins 10% du site.
pour savoir est-ce qu'il y a des compartimentations dans le site, pour voir est-ce qu'il y a des divisions de travail, donc la société. Et il faudra aussi trouver les hommes responsables de cette civilisation. On n'a trouvé aucun squelette. Et donc, si on trouve des squelettes, ça va nous permettre de faire des analyses ADN pour faire les connexions génétiques avec les prédécesseurs et donc le contexte environnant. Ça, c'est très important. Donc, ce sont les prochaines étapes, poursuivre les recherches, élargir le périmètre, justement. Oui. Ça nécessite, j'imagine, un investissement. On espère que dans la hiérarchie administrative dont nous dépendons, donc, nous aide dans cet effort, justement, à pouvoir élargir l'espace fouillé pour récolter plus d'informations, parce que ce qu'on a trouvé, ce n'est même pas 0,5%. Donc c'est très limité. Donc imaginez si on fouille 10%, ça va être un truc extraordinaire. Et avec en plus les nombreux prix mondiaux, donc il y a celui de Shanghai, celui de Cambridge, l'intégration au musée de la FAO, donc j'imagine que ça montre un petit peu le rayonnement aussi de cette histoire marocaine à l'international. Ça valorise ce site de Khmissat. Un parc archéologique pourrait même être possible à l'avenir et utiliser ce site comme une destination, pourquoi pas, touristique. C'est le site qui s'apprête parfaitement à une très bonne mise en valeur. D'accord. Donc, en valorisant le site, il n'y a pas que le côté financier. C'est aussi le côté enracinement des gens. Il faut donner aux gens des récits historiques pour qu'ils croient que leurs ancêtres donc ont produit la culture et ont vécu la culture. C'est ça justement l'impact total. Plutôt que croire, pour prouver plutôt. Exactement. L'impact des découvertes de Welbeck, c'est contrairement à ce qui était véhiculé auparavant, comme quoi nos sociétés ils étaient sous-développées, il fallait attendre l'étranger pour qu'il nous rentre dans la civilisation, ça démontre le contraire complètement, que nos ancêtres, donc il y a 5000 ans ou 4000 ans, donc, étaient au même niveau de civilisation que donc, au Proche-Orient et en Europe. Et le Maroc était une plaque tournante, parce qu'à travers le Maroc, donc, cette civilisation, on l'a exportée en péninsule. Et l'Ibérique, peut-être aussi vers l'Orient, vers l'Algérie, la Tunisie, la Libye. On est peut-être les premiers à l'avoir même exporté. Oui, bien sûr. Oui, exactement. Et ça va avoir certainement un impact touristique attendu, n'est-ce pas en termes de tourisme culturel. Ça va être vraiment une locomotive de développement culturel et touristique de la zone. Donc tout le monde va vouloir venir voir justement ce complexe archéologique. Et donc, il faut pas oublier que ce complexe, il est mitoyen avec une grotte aussi est mondialement connue, la grotte Ifrane Moussa, qui a donné des occupations successives de 10 000 jusqu'à il y a 3 000, et qui a donné 9 squelettes humains qui sont datés de 5 300 ans avant Jésus-Christ, avec des connexions génétiques vers la péninsule ibérique, vers le Levant, essentiellement Chypre. En tout cas, on espère que vous pourrez étendre vos recherches pour qu'on puisse en découvrir davantage sur ce site historique. Merci à vous, Yousf Bourboud. Je rappelle que vous êtes archéologue. Vous êtes également membre de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir et de parler d'un sujet aussi important. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour vous parler de mes découvertes et des prix qu'on a reçus. Merci. C'est la fin donc de l'invité culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.